Le vent hurlait sur la côte islandaise ce matin-là. Un vent sec et tranchant venu du nord, faisant trembler les vitres et siffler les portes mal fermées. Le ciel bas et lourd pesait sur le village comme un couvercle de cendres. Seul le chant vieux, élan d'un homme marchant sur la grève, semblait encore dialoguer avec les éléments. Christopher avançait, bottes dans l'eau, les pans de son manteau claquant contre ses jambes. Il chantait à voix basse dans sa langue natale, une berceuse que sa mère lui avait apprise autrefois. Sa voix n'était pas belle, mais elle portait une chaleur tranquille, comme si chaque mot avait été réchauffé longtemps dans sa poitrine avant d'être lâché au vent. Il s'arrêta un instant, les yeux fixés sur la ligne d'horizon. Tout était gris, tout semblait figé, comme suspendu. Et dans ce silence de pierre, des images revinrent nettes comme des éclats de miroir, un comptoir en bois verni, une main fine posée sur un bol, des cheveux noirs rassemblés en chignon. Miko. Il ferma les yeux. Quelques heures plus tard, dans le cabinet du médecin, Christopher s'assit sur le bord d'une chaise droite, mains croisées sur ses genoux. Le docteur Baldursson parlait calmement, avec une douceur retenue. Les résultats étaient là. Rien de brutal, rien d'irrémédiable. Mais le début était enclenché. Une forme légère de démence, un effritement de la mémoire à venir. « Ce n'est pas encore très avancé, » dit le médecin. « Vous avez le temps, mais il faudra vous préparer. » Christopher hocha lentement la tête. « Préparez quoi? Votre esprit, vos proches, vos affaires, tout ce que vous ne voulez pas oublier. » Il y eut un silence. Puis le médecin ajouta plus doucement, « S'il reste des choses à régler, faites-le maintenant, avant que cela ne devienne fou. » Christopher resta immobile. Pas de famille, pas d'enfant. Sa femme, Solveig, était morte 5 ans plus tôt, emportée par un cancer discret et impitoyable. Et depuis, il vivait seul dans cette maison en bois au bord de l'eau, entre le restaurant qu'il tenait encore, un petit établissement discret mais respecté, et les promenades le long des falaises. Ses journées étaient réglées comme un vieux mécanisme d'horloge. Mais dans cette mécanique bien huilée, il y avait un grain de sable, un souvenir qui refusait de s'éteindre, Miko. Il rentra chez lui à pied. Sur le chemin, il croisa 2 adolescentes qui saluèrent poliment. Il ne se souvenait pas de leur prénom. Il fronça les sourcils, puis passa son chemin. À la maison, il mit de l'eau à chauffer, vida le marc de café froid de la veille, regarda ses mains trembler légèrement. Il ouvrit un tiroir, une vieille boîte en fer cabossé. Il en tira une enveloppe jaunie par les années. À l'intérieur, une photo noir et blanc. Londres, lui plus jeune, elle sérieuse mais douce, devant un petit restaurant japonais. Christopher s'assit lentement, la photo posée devant lui, et murmura le nom, Miko. Il ne s'agissait pas seulement de souvenirs, il le savait maintenant. Il y avait eu un vide, une question restée sans réponse pendant 50 ans, une disparition, une fracture dans la chair. Et avec la mémoire qui se brouillait peu à peu, il ne voulait pas laisser ce mystère s'effacer avec lui. Il avait besoin de la retrouver, de comprendre. Le lendemain matin, il ouvrit son restaurant pour la dernière fois avant longtemps. Il se tint derrière le comptoir, servit les clients, sourit comme à son habitude. Mais dans un coin de son esprit, une décision avait germé, irrévocable. Le soir, seul dans la cuisine, il nettoya les couteaux avec soin, referma les tiroirs, coupa le gaz. Il posa ses mains à plat sur le bois de la table. Puis il monta l'escalier, sortit une petite valise du placard, y rangea quelques vêtements, une paire de chaussures de ville, une écharpe tricotée par Solveig. Il hésita, puis glissa la photo dans la doublure de son manteau. Devant la fenêtre, les montagnes se découpaient à peine dans la nuit tombante. Il fredonna encore tout bas le chant de la veille. Sa voix tremblait à peine. Demain, il prendrait l'avion direction Londres, et peut-être quelque part au bout du souvenir, Miko. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, rien ne restait. Ni la porte, ni la lumière, ni les rires, rien sinon la trace. Invisible mais obstiné. Il savait que continuer à errer ainsi ne le mènerait nulle part. Il avait besoin de retrouver quelqu'un qui, comme lui, avait connu ce lieu. Il se souvenait d'une femme, une employée plus âgée du nom d'Itomi. Elle travaillait à la plonge, parlait peu, mais elle souriait souvent à Miko comme à une fille. Peut-être vivait-elle encore à Londres. Christopher retourna à l'hôtel, trempé jusqu'aux os. Il se changea, se fit un thé, puis descendit à la réception. Il demanda s'il y avait un annuaire local ou une base de données pour les anciens commerces du quartier.
Le jeune réceptionniste, patient, l'aida à fouiller dans un vieux répertoire en ligne, puis dans les archives d'une association de commerçants japonais du West End. Et là, un nom, Hitomi Kawamura, un petit restaurant de soba à quelques stations de métro de là. Fermé depuis la pandémie, mais une adresse privée était attachée à l'ancienne entreprise. Le lendemain, Christopher prit le métro. Il s'assit dans un wagon presque vide, les néons blafards dessinant des ombres sous ses yeux fatigués. Il regarda son reflet dans la vitre, surpris par le visage que le temps lui avait donné, plus anguleux, plus sage peut-être, mais toujours traversé par cette même solitude qui le suivait comme une seconde peau. Arrivé devant l'immeuble indiqué, il hésita quelques secondes. Puis il sonna. Une femme ouvrit, les cheveux gris relevés en chignon, un cardigan autour des épaules. Elle mit quelques secondes à le reconnaître, et puis soudain ses traits s'adoucirent. « Christopher, c'est vraiment toi ?» Il sourit doucement. Elle l'invita à entrer sans poser de questions. Le salon était modeste, rempli de livres et de souvenirs. Ils s'assirent face à face, un silence doux les enveloppant comme un fil repris après une très longue pause. « Je suis venu pour Miko, dit-il simplement. J'aimerais savoir ce qu'il s'est passé. » Hitomi baissa les yeux. Elle se leva sans un mot et revint avec une boîte en bois qu'elle posa sur la table basse. À l'intérieur, quelques photos anciennes, des lettres, des papiers jaunis. Elle en tira une adresse griffonnée à la main. Ils sont partis peu après la fermeture du Nippon. Son père ne voulait pas qu'elle reste. Il disait que l'avenir n'était pas ici. Il avait peur de beaucoup de choses. Christopher hocha la tête. Il comprenait sans comprendre. Ils sont retournés au Japon, poursuivit-elle, près de Nara. J'ai eu quelques nouvelles il y a longtemps. Elle lui tendit l'adresse, un papier simple, une rue, un numéro, des idéogrammes. Il le serra contre lui, les yeux brillants. Il ne savait pas encore s'il aurait le courage d'y aller. Mais pour la première fois depuis longtemps, une lumière douce se rallumait en lui. Peut-être que tout n'était pas perdu. Dans le silence de sa chambre d'hôtel, Christopher se tenait devant la fenêtre entr'ouverte, le regard perdu dans le miroitement des lampadaires sur la pluie. Le petit papier qu'Hitomi lui avait donné reposait sur la table, immobile comme une clé posée entre deux mondes. L'adresse menait loin, jusqu'au Japon, jusqu'à ce pays qu'il n'avait jamais vu, mais qu'il avait appris à aimer par procuration à travers elle. Il ferma les yeux, et presque aussitôt, le passé remonta, précis, intact, comme si la mémoire avait attendu ce moment pour ouvrir à nouveau la porte. C'était un soir d'automne. Il avait 23 ans. Il venait de décrocher une bourse pour étudier l'économie à la London School of Economics. Mais les chiffres et les courbes ne l'avaient jamais vraiment passionné. Ce qui l'intéressait, c'était l'inconnu, les autres, la texture d'une ville étrangère, les langues qu'il ne comprenait pas encore. Il se promenait souvent après les cours, arpentant les quartiers de Sceaux à la recherche d'un peu de chaleur, d'un lieu où s'attarder. Un soir, il poussa la porte du Nippon. Le restaurant était minuscule, niché entre une quincaillerie poussiéreuse et un antiquaire fermé depuis des années. Dès l'entrée, l'odeur de soupe miso, de gingembre, de riz vinaigré enveloppait l'air. La lumière y était douce, comme filtrée par un souvenir ancien. Les murs étaient en bois sombre, les tables étroites, et au fond, une cuisine ouverte laissait entrevoir les gestes précis d'un cuisinier en tablier blanc. C'est là qu'il l'avait vue pour la première fois. Elle nettoyait une assiette concentrée, la tête légèrement inclinée. Miko. Elle n'avait rien d'ostentatoire. Elle était calme, appliquée, et c'est justement cette discrétion qui l'avait frappé. Une façon de se tenir, d'exister presque en retrait, mais avec une grâce inaltérable. Il avait demandé s'il cherchait un aide cuisinier. Takashi, le père de Miko, l'avait toisé avec méfiance avant de l'inviter à revenir le lendemain pour un essai. Les débuts furent modestes. Christopher lavait les bols et épluchait les légumes, servait parfois l'été. Il parlait peu, écoutait beaucoup. Miko, elle, ne s'adressait à lui qu'en anglais, d'une voix douce mais distante. Il l'observait avec respect, intrigué par cette rigueur tranquille qu'elle mettait dans chaque tâche. Elle notait les commandes avec soin, pliait les serviettes avec exactitude, posait les baguettes avec une précision presque chorégraphique. Peu à peu, ils commencèrent à se parler davantage. Par petites touches, elle lui apprenait des mots de japonais, riait doucement lorsqu'il les prononçait avec son accent islandais. Il lui parlait des fjords, du vent qui courait sur les glaciers, de sa mère qui chantait encore les vieilles berceuses. Elle, en retour, évoquait Kyoto, les cerisiers, la discipline de son père, les silences de sa mère.
Ces échanges étaient rares mais intenses, comme des bulles préservées dans le tumulte du quotidien. Un jour, il arriva en avance et la trouva seule dans la salle. Elle était assise à une table, un livre ouvert devant elle, et elle lisait à voix basse, ses lèvres formant les mots avec une délicatesse infinie. Il s'approcha sans faire de bruit, et elle ne le remarqua pas tout de suite. Il resta là, à l'écouter, captivé par la mélodie de sa voix. C'était un poème, il ne comprenait pas les mots, mais la musique des phrases le touchait au plus profond de son être. Quand elle leva les yeux et le vit, elle rougit légèrement, mais ne détourna pas le regard. Ce fut le premier moment où il sentit que quelque chose de plus profond se tissait entre eux. Un lien invisible mais puissant. Ils passèrent les mois suivants à se découvrir, à partager des moments volés entre les services, des rires étouffés dans la cuisine, des regards échangés qui en disaient plus que des mots. Il apprit à aimer son calme, sa force tranquille, sa façon de voir le monde avec une sagesse qui dépassait son jeune âge. Elle, de son côté, semblait fascinée par son esprit libre, son humour, sa capacité à trouver de la beauté dans les choses les plus simples. Un soir, après la fermeture, alors que la pluie tombait doucement sur Londres, ils restèrent tous les deux dans le restaurant vide. La lumière tamisée des lanternes créait une atmosphère intime. Il lui raconta son rêve de voyager, de découvrir le monde, de peindre les paysages qu'il avait toujours imaginés. Elle l'écouta attentivement, ses yeux brillant dans la pénombre. Puis, elle lui parla de son propre rêve, ouvrir un jour son propre restaurant, un lieu où les gens pourraient trouver la paix et la sérénité à travers la nourriture. Leurs rêves étaient différents, mais ils se rejoignaient dans leur désir de créer quelque chose de beau, de laisser une trace dans le monde. Ce soir-là, pour la première fois, il la prit dans ses bras. Elle se laissa faire, son corps mince se blottissant contre le sien. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et hésitant, un baiser qui scellait une promesse silencieuse. Ils passèrent la nuit à parler, à rêver, à se perdre dans les méandres de leurs âmes. Le temps semblait s'arrêter. Au petit matin, quand le soleil se leva sur Londres, ils se séparèrent, le cœur lourd mais rempli d'espoir. Ils se promirent de se revoir, de construire un avenir ensemble. Mais le destin en décida autrement. Quelques semaines plus tard, le père de Miko, Takashi, tomba gravement malade. Il dut retourner au Japon pour s'occuper de lui et de l'entreprise familiale. Le départ fut précipité. Miko laissa une lettre à Christopher, une lettre pleine de regrets et de promesses. Elle lui expliquait qu'elle ne pouvait pas rester, que son devoir était auprès de sa famille. Elle lui promettait de revenir, un jour, quand tout serait réglé. Christopher attendit. Il attendit des mois, des années. Il lui écrivit, mais ses lettres restèrent sans réponse. Le Nippon ferma ses portes et Miko disparut de sa vie, emportée par le vent comme une feuille morte. Il ne comprit jamais pourquoi elle n'était pas revenue. Il ne comprit jamais pourquoi elle n'avait pas tenu sa promesse. Il avait essayé de l'oublier, de passer à autre chose. Il avait rencontré Solveig, une femme douce et aimante, avec qui il avait construit une vie en Islande. Mais le souvenir de Miko était resté, enfoui au plus profond de son cœur, une blessure invisible qui ne s'était jamais refermée. Et maintenant, avec la maladie qui menaçait sa mémoire, il savait qu'il devait la retrouver. Il devait comprendre. Il devait fermer ce chapitre de sa vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, Christopher se réveilla avec une détermination nouvelle. Il avait l'adresse de Miko.